Bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 166. Aujourd'hui, on va parler donc d'indépendance et de statut d'indépendant et de freelance, donc les deux, et comment aussi être financièrement stable et rentable quand on est dans ce statut-là, qui des fois, qui pourtant pour beaucoup est souvent très intéressant. C'est qu'on veut partir donc du salariat à l'entrepreneuriat parce qu'on est tout seul, mais ça peut être difficile d'aller prospecter, trouver des clients. Enfin, j'ai déjà traité un peu du sujet, mais là on va le développer différemment avec donc mon invité. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Learnbox. En tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnbox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnbox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant, thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. De retour donc après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui donc j'ai Thomas Burbridge qui est aussi podcasteur, donc je suis toujours content d'avoir un autre podcasteur. Thomas, donc tu peux le joindre sur thomasburbridge.com. Donc Thomas, tu sais l'écrire je pense, burbidge.com. Et donc il a aussi donc un podcast, donc podcast Young, Wild and Freelance, et un autre qui est un daily podcast, un podcast journalier, podcast pensée pour quotidienne, même si il n'a pas publié donc dernièrement, mais bon voilà, il y a plus de 100 titres, donc tu peux aller regarder. Donc avant ça, j'aimerais remercier la communauté, donc Salomon qui a commenté donc l'épisode sur le Bitcoin, qu'il a bien aimé, qui a plu à beaucoup de personnes, donc merci donc à Philippe. Salomon qui sur le site il a marqué je pense 100K Street, et aussi Alpha Tib, j'ai pas le nom donc mais je répète juste le nom qui est sur iTunes. Donc merci à vous, ceux aussi qui ont commenté sur YouTube, tous ceux qui commentent, grand merci, ça aide le podcast. On a eu une très bonne semaine la semaine dernière, donc continuez à aller donner vos commentaires, donner votre avis, dire comment ça vous aide, et aussi me proposer, parce que Salomon m'a proposé un sujet, donc là je suis en train de chercher le bon expert, et on va traiter ce sujet là, même si je l'ai fait en solo sur ma chaîne YouTube. Maintenant on va prendre un expert qui va prendre le temps de bien détailler le sujet. Donc, je reviens donc sur l'épisode donc avec Thomas Burbridge. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment un épisode très intéressant. Thomas a vraiment une personnalité un peu à part, donc on va vraiment bien discuter, bien se marrer. Donc je te dis à tout de suite avec Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir Thierry. Avec grand plaisir. J'ai toujours un plaisir, bien sûr, à interviewer d'autres podcasteurs, mais aussi d'autres entrepreneurs. Toi, en plus, tu es dans une partie un peu comme dit, de ce qu'elle est. Hein. Tu as fait un gros travail en tant qu'indépendant et de freelanceur. En plus, tu conseilles, donc tu donnes plein d'infos, donc tu vas en donner à ceux qui veulent le faire, et aussi donc à ceux qui sont déjà qui sont un peu avancés, qui veulent aussi passer à la deuxième, troisième personne. Enfin, je m'embrouille. Je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas, et puis on va avancer dans le podcast. Ouais, carrément. Je vais essayer d'intégrer dans la présentation ce passage de solo où c'est moi qui fais tout à ce que je deviens, parce que c'est intéressant du coup je trouve comme manière de se présenter pour donner un peu de contexte. Oui. Donc qui je suis. En gros, la mission que je me suis donnée avec ce que je fais au quotidien, c'est de rendre l'indépendance professionnelle, donc le fait d'être à son compte, freelance, solopreneur, il y a plein de mots qu'on donne à ça. Mais j'ai envie de rendre ce mode de travail respecté, reconnu et désiré en francophonie. Surtout en France, j'ai l'impression que il y a plein de croyances sur ce que c'est, plein de jugements que moi j'ai eu notamment quand je me suis lancé pendant mon master en tant que consultant en branding, en freelance pour l'écosystème startup à Paris. Et mes profs à l'école et ma directrice d'agence, que j'étais en alternance dans une super belle agence de stratégie de marque, tout le monde me disait tu devrais faire quelques années en agence, quelques années dans une grosse boîte, te lancer après, patati patata. Et c'était pas du tout une voie recommandée. Même mes profs me disaient à l'école, ils n'avaient rien à me proposer d'ailleurs. J'étais à Dauphine et je posais la question de moi j'ai pas envie d'aller dans une grosse boîte, je sais que j'ai envie d'être à mon compte. Comment vous me préparez à ça? Et il y avait rien en place pour me préparer à ça. Donc c'est un peu un chemin obscur qu'on trace pas pour les gens.
et on tombe dessus et on doit un peu tout apprendre par soi-même. Et du coup, mon intention, notamment en lançant mon podcast en 2019, ça a été de se dire comment je fais pour ouvrir la voie pour d'autres personnes qui veulent s'engager là-dedans, parce qu'à mon sens, c'est la voie professionnelle qui nous donne le plus de pouvoir et de liberté sur à quoi ressemble notre vie au quotidien. Et là, du coup, par exemple, ce podcast, on l'enregistre à distance. Moi, j'habite sur une colline au fin fond de la Corrèze avec une vue incroyable, dans une maison écolo. Depuis un mois, j'ai emménagé il y a un mois, c'est pour ça que j'en parle. Et je me dis, putain, c'est incroyable la chance que j'ai de pouvoir designer sur mesure la vie que j'ai envie de vivre grâce au fait que la forme professionnelle que j'ai donnée à mon travail, c'est le fait d'être à mon compte et donc d'avoir 100% du pouvoir sur à quoi ça ressemble mon quotidien de professionnel. Mais est-ce que tout ça, c'est pas lié... Je dirais que l'intention, c'est... Est-ce que ça c'est pas lié un peu à l'économie qui change, Internet et le monde qui va plus vers le freelancing, l'indépendance. Et j'ai même vu des reportages à une époque, j'étais dans un autre type de business, et ils disaient que le monde va changer, comme souvent, parce que les gens, malheureusement, ont le réflexe de penser que tout va rester pareil, la retraite, les CDI, ils disent que le CDI va tout doucement disparaître, évoluer vers beaucoup plus de freelancing, beaucoup plus d'indépendance, même si c'est pas pour tout le monde, que les hommes vont plus rester à la maison et que les femmes vont plus, enfin, plein de trucs comme ça. Qui après on sait pas si c'est vrai ou c'est faux, hein, et que le monde va changer quoi, tout simplement, et que le freelancing c'est quelque chose de naturel parce qu'il y a une bonne connexion internet, on peut travailler de n'importe où, il y a des métiers qui sont créés, donc des métiers sur le net qui sont créés, donc qui sont possibles à distance. Le Covid et certes et d'autres Covid qui vont arriver malheureusement, ce qui paraît, donc ça va pas, c'est pas la première fois, hein, ça va continuer d'être ce type de maladie. Est-ce que c'est pas le monde qui est comme ça actuellement et donc automatiquement ça va... Ouais, c'est une super question. Mais je pense qu'il y a plein d'influences. Comme toujours, il y a énormément d'influences. Personnellement, ce qui m'a influencé dans le fait de me lancer, c'est de tomber sur du contenu médiatique qui te fait te poser des questions. Tu vois, moi, à l'époque, c'est une boîte qui existe encore, qui s'appelle Crème de la Crème, mais dont le positionnement à l'époque, c'était t'es étudiant, t'as des compétences, monétise-les en faisant des missions de freelance à côté de tes études. Et du coup, ça a déclenché des réflexions. Donc ça, c'est genre le contenu qui vient du monde extérieur vers moi. Et il y avait aussi une autre influence de réflexion pour moi qui a été la mort de mon père en 2014, quand j'avais 20 ans, qui a déclenché tout un processus de questionnement intérieur, d'introspection, de développement personnel, qui mène à un jour, je me pose la question de quelle leçon je peux retirer de sa vie. Et la leçon que j'en ai retirée, c'était tout le monde va coller sur toi à quoi ça ressemble la vision d'une vie bien vécue, mais la seule vraie personne qui sait ce que c'est une vie bien vécue pour toi, c'est toi-même. Et tant que tu te poses pas la question, tu vas que suivre ce que les autres te disent de faire au fur et à mesure. Donc tu vois, il y a à la fois des influences extérieures qui viennent, je pense, de, comme tu l'as dit, le Covid, le fait que les sujets entrepreneuriaux sont de plus en plus médiatisés depuis... avec tous les contenus qu'il y a sur Internet sur ces sujets, mon podcast y contribue. Mais il y a aussi un questionnement intérieur, je pense, naissant de plus en plus, qui est peut-être générationnel d'ailleurs, mais je suis pas exactement sûr que ce soit générationnel, mais un questionnement de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ces années que j'ai sur cette planète que je comprends pas tant, et est-ce que la voie qu'on m'a montrée pour l'instant, c'est vraiment celle qui m'inspire et me donne un élan. Donc je pense, tu vois, il y a plein d'influences. L'indépendance, c'est pas nouveau. Tu vois, il y a des métiers, ils sont à leur compte en mode... c'est leur propre patron, mais ils sont seuls dans le business depuis super longtemps. Les photographes, c'est ça depuis toujours. Il y a plein de professions libérales, c'est ça depuis très longtemps, qu'elles soient réglementées ou non. Donc c'est pas nouveau cette forme, c'est juste qu'elle est plus démocratisée. Et comme avec toute chose, les premières personnes qui l'embrassent, à mon sens, sont un peu démonisées de « vous n'avez rien compris, ça va à l'encontre de comment les choses fonctionnent ». Et ensuite, c'est embrassé de plus en plus jusqu'à devenir plus une norme. Et en fait, moi, j'ai envie de contribuer à ce mouvement. Parce que je trouve qu'il y a tellement d'avantages. Mais tu l'as bien dit, par contre, que ça vaut le coup. D'abord, merci à tous ceux qui le font, toi, moi, et il y a plein d'autres de plus en plus. Donc, heureusement qu'on est là, parce que c'est vrai que moi, souvent, j'ai dit, je fais le podcast pour ceux... J'aurais bien voulu avoir ce podcast quand j'avais 20 ans. Il y avait que Capital que je regarde même plus. Il y avait des magazines d'entrepreneurs et tout ça, mais bon, voilà, c'était un peu loin, parce que c'est souvent un type d'entrepreneur et pas l'entrepreneur en ligne maintenant ou d'autres. Voilà, en 20 ans, ça a changé, parce que moi, j'ai 45 ans, donc le monde a changé, heureusement. Ou, je sais pas, bon, heureusement.
Et donc, et en plus, tu parlais de photographe, ça c'est toutes des professions qui sont assez cadrées. Mais t'as bien parlé en fait du pourquoi, parce que toi, t'as eu un pourquoi. Voilà, le décès de ton père t'a forcé un petit peu. Donc là-bas, en fin de compte, comme on dit souvent sur mes épisodes, c'est de partir sur un pourquoi et de ça, parce que souvent c'est vrai qu'on nous met à l'école pour devenir des employés, entre parenthèses, hein, c'est un peu ça, hein, et que le côté entrepreneurial, c'est que les fous, même si c'est en train de changer tout doucement. Donc toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Donc, parce que toi, dans ton cas, tu savais vraiment que tu voulais entreprendre comme moi, en fin de compte. Et moi, c'est pire que ça, moi. Moi, je devais devenir basketteur professionnel, mais bon, c'est un cas à part. J'en ai déjà parlé, je mettrai un lien vers cet épisode. Donc je savais très bien que voilà, pour moi, c'était pas un modèle. Je savais très bien que ça existait. Mais j'avais la chance d'avoir lu des choses, comment tu considères la personne qui est là, qui est elle perdue. Elle sait pas si elle va être salariée, ni indépendant, ni comment trouver son pourquoi. À part le Covid, à part un décès, comment tu peux le trouver? Effectivement, juste pour clarifier ce que j'ai vécu, je savais pas que je voulais entreprendre dès le début. Genre, en gros, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que mes parents on a déménagé d'Angleterre, je suis anglais de base, et on a déménagé d'Angleterre quand j'avais 3 ans, dans une vieille ferme défoncée au milieu de la Dordogne, et le rêve de mes parents et de mon père notamment, c'était de reconstruire cette maison de leurs mains, et d'en faire une sorte de havre de paix, c'était un peu des hippies, au milieu de la nature. Et donc moi je grandis dans ce contexte, et toute ma jeunesse, j'ai un truc un peu qui m'obsède du genre, je veux devenir quelqu'un, genre j'ai envie de sortir de la campagne, de cet endroit où... j'ai souvent des frustrations quand je suis gosse de mes parents qui ne peuvent pas me permettre de vivre les expériences que j'ai envie de vivre ou de m'acheter les trucs que j'ai envie d'acheter. Enfin bref, et j'ai eu toute une cristallisation du genre il faut devenir quelqu'un d'important, et ça m'a mené à monter à Paris faire mes études à la fin pour ma licence. Et en gros, le moment où mon père meurt, c'est quand j'arrive un peu à l'apogée de cette quête où je bosse dans un cabinet de conseil à la Défense. Et quand ça arrive, et que mon père meurt pile à ce moment-là, ça faisait 1 semaine, dans mon cheminement de dev perso, je me suis dit, ok, c'est quelque part un symbole et un signe de... y a d'autres manières de voir les choses, et reconnecte-toi un peu à ce que ton père a appris pendant son temps dans sa vie, tu vois. Et du coup, c'est ça qui a déclenché. Et effectivement, comme tu le dis, ça a connecté en moi un truc de... Le plus important, c'est de faire en sorte de pouvoir vivre selon tes codes, tes valeurs, ce qui est important pour toi. D'où l'indépendance et le freelancing et l'entrepreneuriat qui est le moyen vers ça, et qui est devenu aujourd'hui pour moi une manière de transmettre ce message, et quelque part de transmettre le message de mon père, tu vois, et de le garder en vie. Mais effectivement, je ne souhaite à personne de devoir passer par ça. On en a parlé en off, mais ton père, il faisait quoi déjà? C'est quoi sans trop développer, hein? Il faisait un peu de ce qu'il pouvait. En gros, il a toujours été fasciné par tout. Et dès qu'il voyait un truc, il se disait, si cette personne peut le faire, moi aussi je peux le faire. Donc il apprenait beaucoup de choses manuelles notamment. Mais il n'avait pas une quête entrepreneuriale à soi dire. Ça a toujours été, qu'est-ce que je peux faire qui me permette de continuer de vivre dans le cadre où j'ai envie de vivre. Donc il faisait plein de petits jobs. Il a monté et tenté des aventures entrepreneuriales, mais c'était pas un très bon entrepreneur parce qu'il était un peu fou et pas cadré. et du coup, il faisait un peu ce qu'il fallait faire. Comme beaucoup d'entrepreneurs, clairement. Mais il faisait ce qu'il fallait faire pour maintenir le mode de vie qui l'inspirait. Et du coup, c'était un outil pour lui, tu vois. Alors que... et moi, du coup, j'évolue avec ça en me disant, j'ai envie de construire un truc qui m'inspire et où tous les jours, je fais un truc que j'adore et qui me donne de l'énergie et qui me permet de vivre le mode de vie que j'ai envie de vivre. Et est-ce que donc... mais du coup, ce que je dis... Ouais, vas-y. Je te laisse rebondir. Est-ce que le fait que... Bon, on va le dire un peu aux auditeurs. Là, on enregistre dans un système qui est pas parfait. Donc, on a un décalage. Donc, bon, au moins, voilà, vous le saurez. On n'est pas là pour tricher. L'avantage du podcast, on peut tout dire. Donc, si je coupe, d'ailleurs, je coupe naturellement beaucoup, malheureusement. Là, ça peut-être un peu plus, peut-être, on verra. Le fait que ton père, et tu oses le dire, n'était peut-être pas un entrepreneur parfait, et que le freelancing, l'indépendance, tout solo, on va dire, c'est moins risqué, mais ça reste d'être libre. Parce que pourquoi t'es pas passé directement, donc, de salarié à vouloir créer une grosse start-up, une PME, quelque chose de plus gros? Ou pourquoi t'es passé par le côté intermédiaire? Parce que je voulais être libre. Et je le vois pas comme un intermédiaire, en fait. Ah, après c'est ce truc de... Ouais, grave. Mais merci pour la question, c'est top. Parce que je me disais, je veux une forme pro qui me permette de vraiment être libre. Et je percevais le fait d'avoir une équipe, et j'ai beaucoup évolué dans l'écosystème startup,
Et du coup, c'était ça la vision que j'avais de monter une boîte, c'était de monter une startup en fait. Et je voyais tous les endroits où t'es pas libre dans ce genre de structure. T'es pas libre parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi, des salariés, et qui du coup sont dépendants du fait que tu sois capable de créer un système qui génère suffisamment de revenus pour leur survie et leur vie à eux. Donc je me disais putain, quelle plus grande chaîne à ton pied que ça. À l'époque en tout cas, ça change aujourd'hui. Je voyais aussi les investisseurs comme quelque chose qui te prive de ta liberté. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont un enjeu dans ce que tu fais, et s'ils sont pas d'accord avec ta manière de mener le truc, bah, c'est eux qui ont un peu les rênes parce que c'est eux qui financent le bordel. Donc tu vois, je voyais dans ces formes d'entreprise et d'entrepreneuriat plein de biais de liberté que j'étais pas prêt à embrasser à l'époque. Aujourd'hui, ça évolue parce que, comme je te le disais, j'évolue un peu vers recruter, structurer un peu le système, et mon état d'esprit a un peu changé. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était, moi, je veux être le plus libre possible, mais je sais que 80% de ma vie, ce sera du travail dans le système dans lequel on habite dans notre société actuellement. Et donc, il faut que je réussisse à trouver une manière de bosser qui me permette d'avoir ce cadre pour vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre, tout en travaillant. Oui, donc c'est pas vraiment intermédiaire, mais c'est toi, ça t'a permis en fin de compte d'abord de t'assurer de bien gagner ta vie, d'être libre en tant que freelance et indépendant. Et maintenant, techniquement, tu passes la vitesse supérieure, entre parenthèses. Mais on va rester sur le côté financier, puisque tu en parles beaucoup. Parce que comme je l'ai dit sur plusieurs interviews, que ce soit avec Estelle Taïfé et d'autres qui sont plutôt freelanceurs, elle est plutôt en coach, mais bon, en tant qu'indépendant ou solopreneur, beaucoup en fin de compte ont du mal, surtout en freelance, de bien gagner leur vie. Ils sont souvent, ils remplacent leur travail de salarié par un travail de freelance, mais qui se rapproche du salariat. Ou sinon, j'ai eu dernièrement en plus ce cas-là, en début d'année, j'ai interviewé un entrepreneur sur ça. T'as la rémunération en France, mais tu dois, entre parenthèses, pour être heureux, donc bien vivre, aller vivre à l'étranger. Par exemple, tu es en pays d'Asie, donc si on te gagne ta démission à 4 000, 5 000 ou 6 000 et que tu vis en Asie, bah, c'est sûr que tu es financièrement pas mal. Même si, bon, tu es toujours sur un trait de mille, hein, tu dois toujours continuer à travailler, mais tu es quand même pas mal. Comment toi, tu as fait pour... là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, pour trouver les bons clients, pour être bien payé, éviter les plateformes que tu connais qui sont en général pas très bonnes. Enfin, ça dépend pour qui après. Et comment devenir un freelanceur plutôt... On dit freelanceur, mais plutôt un indépendant, comme tu dis. Un vrai indépendant qui décide de plein de choses et qui est pas quelqu'un qui est pas vraiment libre, qui croit être libre mais qui ne l'est pas. Ouais. Bah déjà il y a un truc que tu as dit dans ta question qui est à mon sens un super point de départ. Tu disais quelqu'un qui quitte une vie salariée pour devenir freelance mais reste un peu salarié. Et moi c'est un des premiers écueils que je vois chez les personnes qui ont eu une vie professionnelle pré-indépendance. Et c'est moins le cas pour les gens qui sortent d'études, mais quand même. Et je reprendrai peut-être ce sous-cas juste après, mais pour les gens qui étaient déjà salariés, souvent ce qui se passe, c'est ils essaient de répliquer exactement le même métier et les mêmes codes de comment je fais ce que je fais, mais juste se dire, je le fais plus en tant que salarié, je le fais seul à mon compte. Sauf que c'est complètement différent et c'est très difficile de faire ça, parce que quand on travaille dans une entreprise, on travaille dans un cadre particulier qui a été conçu et construit pour que tu délivres la valeur que tu délivres exactement de cette manière, ce qui crée une fiche de poste. Alors que quand tu es à ton compte, le cadre dans lequel tu opères est complètement différent et il a beaucoup plus de variables et tu peux pas faire exactement ce que tu faisais en tant que salarié parce qu'il y avait tout un système construit autour de toi pour que tu fasses que ce que tu faisais quand tu étais salarié. Alors que ce système n'existe plus quand tu es à ton compte. Et du coup, c'est déjà ça la première réflexion, c'est de se dire, en fait, faut déconstruire le métier qu'on nous a appris et la forme que ce métier prenait quand on était salarié pour reconstruire à partir de la loi de l'entrepreneuriat et du marché, entre guillemets, qui est que il y a des besoins qui existent, des êtres humains qui ont besoin de choses et qui ont des projets à mener et des blocages dans ces projets. Et nous, on a des compétences et une histoire et une expérience et des envies qu'on peut mettre au service de ces blocages, de ces problématiques, etc., et se rencontrer là-dedans. Et ça dépasse, mais de tellement loin, juste le métier qu'on faisait avant et comment on nous a dit qu'il fallait faire ce métier. Il y a tellement d'autres choses à construire autour. Donc déjà, je dirais, c'est déconstruire ce côté, je prends mon métier, je le copie-colle en indépendance et vraiment revenir aux fondations de, ok, c'est quoi créer une entreprise, parce qu'un freelance, c'est une entreprise malgré le fait qu'il soit seul, et comment ça fonctionne les transactions dans notre monde. Pourquoi il y a des transactions? C'est quoi qui motive le fait que quelqu'un va décider de travailler avec quelqu'un d'autre?
Enfin, voilà, toutes ces questions-là qui sont à mon sens la base de la base, tu vois. Souvent, en plus, par rapport à ce que j'ai dit, pour préciser aussi ce que j'ai dit, mais ce que tu as un peu dit là, c'est que souvent, ces gens-là donc sont pas poussés à devenir freelanceurs, parce qu'on leur dit, bah, tu seras mieux freelanceur que de rester chez nous salarié, et ça arrange plutôt l'employeur. Est-ce que donc il faut être dans tous les cas monoclient, ou au contraire avoir donc 2-3 clients et même plus, et aussi donc dans ces cas-là, j'en ai pas parlé souvent pour ce podcast, mais j'y ai pensé dernièrement, avoir une double casquette de freelance, ne pas avoir juste une seule compétence, mais en avoir deux. Comme ça, on peut jongler et rebondir sur différents clients, et même si on aime, parce que si on est multipotentiel, faire différentes choses, deux métiers qui se rapprochent, mais ne pas être limité. Comme ça, on a plusieurs offres à proposer à un client, à des clients plutôt. Du coup, il y a deux questions dans ce que tu dis et je vais prendre la première qui fait lien, enfin la deuxième que tu dis, je vais y répondre en premier et ça fait lien avec ce que tu disais juste avant sur comment tu fais pour sortir d'une plateforme par exemple et commencer à construire un vrai projet de freelance, c'est pas juste des petites missions à gauche à droite. Le premier truc à mon sens, c'est un passage de ce que j'appelle le freelance intérimaire au freelance entrepreneur. Dans le sens où il y a beaucoup de freelances qui ne font que enchaîner les missions où on te dit exactement quoi faire, tu fais, puis on te jette un peu comme une chaussette sale, puis ensuite tu retravailles sur un autre truc, on te dit exactement quoi faire, et ainsi de suite. Et en fait, tu passes juste de bouche-trou en bouche-trou, t'es un bouche-trou pour les besoins d'une boîte qui n'a aucune valeur de plus pour toi que le fait que tu sois une petite main. Et ça, peu importe ton métier, même sur des métiers qui sont très techniques et recherchés, bah c'est exactement la même chose, t'es juste une compétence dans un système et on vient pas te choisir vraiment pour ta proposition de valeur. Donc je dirais la première réflexion, c'est de se demander, ok, plutôt que de simplement répondre à des briefs ou des fiches de poste, comment je construis un projet beaucoup plus sensé autour de ce que je fais, avec une vision à moi aussi, comme une entreprise ferait, avec un vrai élan de pourquoi je fais ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de construire. Et donc de construire finalement un projet qui est ciblé, plutôt que de répondre à des besoins entrants qui parfois n'ont rien à voir les uns et les autres. Donc je dirais déjà, ça c'est le premier switch, et une des manières de faire ça, et c'est le premier truc que je recommande, c'est de cibler le plus petit possible. Ce qui répond à la question que tu te poses sur les compétences. Oui. Parce que quand on cible une clientèle particulière, et moi je dis souvent une transformation particulière, parce que tout le monde est en voie vers quelque chose, donc ce qu'on veut accompagner, c'est ce changement d'état, cette transformation pour quelqu'un d'autre. Mais ça se trouve, il y a plein de compétences qui rentrent là-dedans. Je peux te donner un exemple très concret si tu veux, pour illustrer, peut-être que ça peut aider. Oui. Ouais. Bah, y a une personne qui est dans un de mes programmes qui s'appelle Auristelle Darteron. Et elle est graphiste de base. Et en gros, le début de sa vie de freelance, c'est elle bosse avec des agences qui lui sous-traitent des trucs, elle fait des identités visuelles un peu à droite à gauche. Mais tu vois, c'est un peu fouillis. Genre, surtout quand t'es graphiste, tu peux faire tout et n'importe quoi et tu mets tes compétences au service de plein de projets différents. Et avec elle, on a travaillé sur qu'est-ce qu'elle voulait vraiment faire. Et un truc qui la touche énormément, c'est les entreprises familiales. C'est les personnes qui reprennent la boîte de leurs parents et des générations en génération. Et il y a plein de tensions qui se jouent dans cet univers-là, tu vois. Genre, tu reprends la boîte de ton père ou de ta mère, et ça fait 50 ans qu'ils bossent là-dedans et qu'ils ont sacrifié une grosse partie de leur vie pour ça. Et quand tu reprends la boîte, tu décides de changer toute l'identité visuelle. Il y a des fois où dans des entreprises familiales, ça crée des tensions de ouf, tu vois. En mode, tu respectes pas tout le travail que j'ai fait, et il y a un gros truc de hiérarchie familiale. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se jouent. Et du coup, elle se dit, bah, oui, graphiste et l'expertise branding, stratégie de marque, elle est hyper importante, mais il y a potentiellement un truc de médiation presque, tu vois, et d'accompagnement pour comment on fait que les relations entre les membres de la famille qui co-gèrent cette entreprise soient plus fluides, qui communiquent mieux, qu'ils arrivent à s'organiser mieux, qui déconstruisent les rapports hiérarchiques, alors que bah, l'idée c'est que les enfants reprennent le truc et trouvent leur épanouissement là-dedans aussi. Et donc elle veut développer ce genre de compétences pour avoir une offre plus globale. Et elle le fait parce que c'est spécifique aux gens avec qui elle veut travailler, et c'est spécifique à l'évolution de ce qu'ils ont vraiment envie de vivre dans leur projet. C'est pas juste on refait un logo, c'est on veut honorer l'héritage de tout ce que nos ancêtres et parents ont construit, tout en trouvant notre épanouissement. Et ça passe par bien plus que le logo pour faire ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment tout un écosystème, quoi. Toute une idée globale, quoi. Ouais. Et du coup, quand elle fait ça, là, elle est sur la voie, mais le jour où elle arrive face à une entreprise familiale et elle tient ce discours, VS, un graphiste qui dit « Ok, je te refais ton logo, voilà mon devis »,
ça crée beaucoup moins de connexion. La deuxième option que Auristel qui va dire je comprends ce que vous avez vécu, elle rentre vraiment dans tout le détail de comprendre l'être humain en face. Et ça fait que tu as de l'attraction et que tu crées des liens de confiance et qu'ensuite il y a des gens en face qui se disent c'est avec toi que je veux bosser, juste tu comprends ce qui se joue pour moi en fait. Et je vois que tu as fait ton taf et que tu t'intéresses vraiment à moi et que t'es pas là juste pour faire un logo parce que tu as besoin de gagner ta vie et que tu veux que je signe ton devis, tu vois. Et pour moi, c'est comme ça que tu construis une boîte. C'est comme ça que tu deviens un freelance. Ouais, c'est avoir un côté un peu, pas commercial ou business developer, mais de savoir prendre le temps, écouter, savoir ce que la personne veut. Même des fois, elle-même le sait pas, et donc aller chercher plus loin et proposer, être comme tu dis, ouais, proposer de la valeur, quoi. Pas juste venir pour faire une mission, mais proposer autre chose, quoi. Le plus grand et donner c'est créer des relations humaines, en fait. C'est se dire, l'être humain en face de moi a une vie tout aussi compliquée, complexe, difficile à vivre, avec du poids et des pensées comme nous en fait. C'est exactement la même chose. Et cette personne-là, il y en a d'autres qui lui ressemblent et qui ont des projets similaires et j'ai envie de me mettre pleinement à leur service. Et quand on se met pleinement à leur service, ça veut dire effectivement comprendre leur vie, parfois même mieux même qu'eux comprennent tout ce qui se passe et montrer, je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'aider dans toute cette diversité-là. Je suis pas là juste pour que tu me dises quoi faire et que je fasse ça. Je suis là parce que j'ai vraiment envie de t'aider. Et donc cibler petit, parce que c'est très difficile de comprendre tous les êtres humains. Bah oui. Non, en plus, surtout quand tu fais bien le travail comme tu l'as expliqué, et c'est pour ça que ma question allait venir un peu sur le côté marketing, de se marketer, se vendre. Si tu fais bien le boulot, la personne va te recommander et tu vas commencer à créer ta clientèle et puis continuer à travailler sur le long terme. Est-ce que dans ces cas-là, donc parce que souvent moi j'ai fait quasiment 3 ans de freelancing et je mettais un lien sur mon site vers Malte ou vers d'autres sites, et est-ce que dans ces cas-là vaut mieux pas se dire voilà, je suis assez fort et costaud et je sais me vendre, parce que même pour un entrepreneur classique, hein, la vente c'est compliqué et le marketing, donc c'est avoir son propre site, ne pas dépendre d'une plateforme et commencer à faire renvoyer tout le trafic vers soi, vers un site à soi et prendre les mails, enfin faire comme un business classique quoi. Est-ce que dès le départ, il faut commencer comme ça ou prendre la force d'une plateforme et ensuite rebondir par soi-même? Moi, j'aime bien me dire que les plateformes, il faut les voir comme un levier d'acquisition. Tu vois, c'est pas notre site en fait. C'est pas un outil de conversion, c'est pas un outil de création de liens ni de valorisation de son travail à mon sens. Les plateformes, c'est un outil d'acquisition parce que le taf d'un Malte, par exemple, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de demandes qui transitent par la plateforme et qui trouvent preneur. Donc, quand t'es indé, au début, c'est intéressant, potentiellement, si, en plus, les compétences visibilité, marketing, c'est pas des trucs qui, au début, te parlent, c'est intéressant parce que t'as une certaine visibilité. Mais l'enjeu, c'est de pas dépendre de ça comme seul canal de visibilité parce que, encore une fois, tu deviens, du coup, un peu... t'es pas libre, tu deviens asservi à la plateforme et du coup c'est important à mon sens de te construire d'autres leviers de visibilité qui passent notamment effectivement comme tu le dis, moi ce qui a énormément marché pour moi c'est le réseau et la recommandation, c'est-à-dire qu'après chaque mission je me posais la question de comment je peux faire pour que si cette personne a vraiment aimé travailler avec moi, elle connaît potentiellement d'autres gens qui sont dans le même contexte qu'elle, qui ont les mêmes aspirations. Comment je fais pour rentrer en contact avec ces autres gens et suivre un peu la chaîne? Et ce qui s'est passé pour moi, par exemple, quand je bossais dans l'écosystème startup à Paris, c'est que je travaillais avec une boîte qui ensuite parlait de moi à 2, 3, 4 autres boîtes de son incubateur, parce que beaucoup de ces boîtes étaient dans des incubateurs. Et donc, j'ai rencontré d'autres boîtes et ça fait un effet un peu... boule de neige. Toile d'araignée, tu vois. Ça s'étend à partir d'un... Ouais, boule de neige, toile d'araignée, il y a plein de manières de le faire. Mais du coup, je jouais beaucoup sur le réseau. Et du coup, j'ai jamais eu besoin de prospecter, de faire ce genre de choses parce que j'arrivais à rentrer dans les endroits où mes clients étaient déjà. Donc, la recommandation pour faire ça, à mon sens, c'est, comme je disais, cibler super petit. Donc, choisir une communauté de personnes restreintes. Moi, c'était les cofondateurs, les gens qui lancent des startups, mais parce que ils ont une raison viscérale de le faire. C'est pas genre, voilà une opportunité business intéressante. C'est, il y a un truc qui m'habite. Et je suis convaincu que la meilleure manière de donner vie à ça, c'est de créer une boîte. Pas une asso, pas s'engager dans la politique, pas militant, pas quoi que ce soit. C'est, il faut que je crée une boîte parce que c'est comme ça que j'aurai le plus d'impact. Et des gens qui avaient un truc super fort. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à me demander, OK, comment fonctionnent ces gens-là? Où est-ce que je les rencontre? Comment je peux montrer que moi, c'est exactement ce genre de personnes que j'accompagne et créer du lien entre nous et que c'est ça qui m'intéresse. Donc, cibler très petit.
comprendre ces gens-là vraiment fort et entrer dans des écosystèmes où ces gens-là sont déjà. Juste devenir, moi aussi, faire partie de leur famille, entre guillemets. Et ensuite, quand on est là-dedans, avec le lien qu'on crée, l'effet boule de neige prend, et on n'est plus juste un freelance parmi d'autres sur une plateforme en mode je choisis dans mon supermarché qui va faire mon logo, mais on devient un allié de leurs enjeux, tu vois. Ouais, donc c'est vraiment très clair, c'est vraiment devenir indispensable et plus, en plus d'être un client ou d'être vraiment presque un ami, quoi. Quelqu'un à qui on a confiance, on sait qu'on pourra... D'accord. Ouais. Et donc, dans ces missions-là, tu faisais quel type de temps de mission? Parce que souvent, le problème, par rapport à ce qu'on a dit avant, quand on est un peu pris comme enfin, qu'on n'est pas respecté, entre parenthèses, on est une pièce échangeable assez rapidement, on accepte des missions très courtes, parce qu'on dit, comme l'intérim, il faut prendre des missions pour des missions. Est-ce que dans ces cas-là, il faut se fixer un temps de mission où, voilà, moi, je vais travailler sur 2-3 mois, 6 mois, sinon ça n'a pas d'intérêt, je préfère refuser que d'accepter tout n'importe quoi. Ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure sur monoclient vs multi-client, qui est une conversation super chouette. Donc, je vais intégrer cette question du début à ça, et comme ça fait le lien. En gros, à mon sens, il y a deux choses qu'on cible dans notre activité. Il y a la stabilité, qui est un peu le premier niveau qu'on recherche, de stabilité de revenus, prévisibilité. On sait que le mois prochain, on aura le chiffre qui va rentrer, etc. Dans ce sens, ce que je recommanderais, c'est de cibler de la régularité. Parce que c'est plus facile de créer de la régularité avec certains clients que de créer de la régularité dans le fait que je sais que je vais signer de mois en mois sans aucun problème de nouveaux clients. C'est plus facile de créer de la régularité avec un client que faire en sorte qu'il y en ait un qui rentre tous les mois. Donc je dirais pour ça, c'est intéressant de cibler des problématiques récurrentes chez nos clients. Donc si je reprends l'exemple d'un graphiste, peut-être qu'il va se dire « Ok, je vais essayer d'accompagner une cible de clientèle sur de la création de contenu régulière. » Genre, imaginons, je sais pas, les illustrations pour des articles de blog qui sortent tous les mois. Et ça, c'est un truc qui revient tous les mois, tu vois. Donc c'est un truc récurrent. Et que ça, ce soit la base de notre activité. Moi, par exemple, j'ai mon tout premier client en freelance, en 2016, j'ai fini notre collaboration maintenant parce que j'arrête toutes mes missions sous l'ordre freelancing marketing pour me focaliser sur l'accompagnement. Ça fait plus de 5 ans, tu vois. Ah ouais. Plus de 5 ans que tous les mois, j'envoie une facture. C'était peut-être pas ma facture la plus élevée, mais c'est la stabilité de mon business depuis 5 ans, tu vois. Je sais que grâce à ça, tous les mois, je sais que je peux payer mon loyer, vivre décemment, faire les trucs que j'ai envie de faire parce que j'ai un client qui m'a fait confiance depuis 5 ans et que je facture tous les mois. Donc je dirais ça, c'est la base, tu vois, de se dire j'ai un ou plusieurs clients qui sont mes fondations de stabilité et que je facture régulièrement. Et donc créer de la confiance sur le long terme et cibler des trucs récurrents. Et ensuite, je dirais à côté, on peut avoir d'autres typologies de missions qui sont pas exactement la même forme, qui sont peut-être plus intenses, peut-être plus one-shot, mais qui nous permettent de nourrir d'autres besoins. Moi, par exemple, je faisais pas mal de missions one-shot, très intenses sur genre 2 mois sur du rebranding ou 1 mois même sur du repositionnement de marque pour des startups en plein pivot. Et j'étais à fond pendant 1 mois et je facturais du coup bien plus cher parce que c'était dans de l'urgence, dans de la rapidité, dans du fort enjeu. Et ça venait complémenter les missions plus stables où je facturais du coup moins parce que c'était à vision plus long terme. Et du coup, ça crée un équilibre. Et du coup, on cherche à nourrir tous nos besoins, prendre soin de tout ce qu'on a envie de vivre dans notre activité, à la fois de l'intensité, de la stimulation intellectuelle et en même temps de la stabilité et de la sécurité. Enfin voilà, tu composes aussi dans ta manière de voir quelles offres tu proposes, comment je travaille avec différents clients. Ça répond à ta question, je pense, non? Ça répond très bien et ça m'a donné d'autres questions. Donc, on va rester sur le système de facturation parce que on a fait du teasing, mais tout le monde s'intéresse à ça, à l'argent, à la facturation. et donc, là, t'es bien parce qu'en plus, même surtout si on le voit, t'as parlé d'offres. Donc, souvent, il faut se dire on n'est pas juste un produit sur une chose, mais qu'on peut proposer plusieurs choses, différentes façons de le faire. Donc là, t'as bien répondu le côté récurrent. Et en faisant une petite enquête que j'ai un peu travaillé, même si j'ai souvent fait le sujet, j'ai vu d'autres choses que je ne connaissais pas, qu'on peut aussi facturer donc en tant que freelance ou indépendant au résultat. Donc est-ce que toi, t'as eu ce truc-là où tu conseilles à d'autres freelanceurs de facturer au résultat? En plus peut-être d'avoir une partie fixe, mais moi je l'ai fait en tant que business, mais business c'est normal, c'est un peu logique en tant que business développeur parce qu'on a une partie commission. Mais il y a d'autres métiers, logiquement, c'est pas logique de tout de suite demander d'être facturé au résultat. Alors,
plutôt que de dire il faut faire ci, ça ou autre, il n'y a pas pour moi de règle stricte de ce qu'il faut faire. Encore une fois, tout dépend de à qui on s'adresse. C'est toujours en fonction de c'est qui la petite communauté de personnes qu'on veut définir comme notre clientèle idéale et qu'on va cibler et qu'on va chercher à hyper bien comprendre. C'est en fonction de eux, comment ils voient le monde, qu'est-ce qui est important pour eux et sur quoi ils sont prêts à investir. Et effectivement, il y a des personnes pour qui ça va être tellement important les résultats et que ça va être leur spectre décisionnel principal. Ben là, ça peut être intéressant d'intégrer une part de variable dans sa facturation parce qu'on sait que c'est le mode de fonctionnement de l'autre en face. Mais si c'est pas le cas, faut pas se forcer à faire ça. Après, ce que je trouve intéressant avec le fait de se dire on peut facturer au résultat, c'est que ça apporte de la créativité dans notre manière de construire nos offres. Là où j'ai l'impression que la majorité des indépendants, on leur dit tu factures à la journée, on fixe notre TJM, donc c'est taux journalier moyen, et on se dit ok, bah c'est très bien, j'ai juste à calculer combien de temps ça me prend et je facture en fonction du temps. Mais je vais donner un exemple de pourquoi ça je trouve que c'est pas une bonne idée. Imaginons je suis un graphiste, reprenons cet exemple-là, parce que j'en parlais avant, et que on me demande de faire un logo. Il y a une part hyper créative dans le fait de créer un logo, et je prends cet exemple parce que c'est un des trucs avec une méthodologie la moins poussée qu'un univers entier, mais donc voilà, il y a une part hyper créative qui part du monde des idées. Et quand on facture au temps, en fait, quelque part, on est en train de dire, bah, plus ça me prend longtemps de trouver la bonne idée, et plus je prends du temps de tester des trucs, bah, plus cher ça coûte. Alors que j'imagine que pour le client en face, il voudrait trouver la meilleure idée le plus rapidement possible et pas que ça prenne 3 mois, tu vois. Donc en fait, si on facture que au temps, on est en train de se tirer une balle dans le pied en se disant, bah, si je suis bon dans mon métier, je coûte moins cher que si je suis mauvais et que ça me prend plus de temps. Et je dis pas que prendre plus de temps, ça veut dire qu'on est mauvais, mais je caricature un peu, mais tu vois l'idée. Et du coup, moi, assez tôt, je me suis dit, en fait, oui, il y a des choses que je peux facturer autant, ça fait partie d'une boîte à outils que je peux utiliser pour mes offres, mais je préfère bien largement facturer à quelle valeur ça a que je fasse ce que mes clients veulent que je fasse pour eux. Qu'est-ce que ça change dans leur boîte et comment ils peuvent continuer de construire sur ça. Et une identité visuelle, par exemple, ça va une valeur de dingue parce que sans ça, la boîte n'existe pas. Pareil pour moi, la réflexion stratégique hyper profonde de positionnement et de l'histoire de la marque et tout, c'est des trucs qui vont rester potentiellement pendant la prochaine décennie dans la boîte. Ça a de la valeur. Un truc sur lequel on se base pour une décennie entière, tu vois. Bien plus que si je dis, bon, ben voilà, je travaille à peu près 7 jours sur ton projet, mon TJM c'est de 500, donc bon, selon un calcul savant, 7 x 5, 35, donc voilà, vous me payez 3500. Mais ça a une valeur tellement plus grande. Toute une structure et fondation de marque sur potentiellement 10 ans que 3500 balles, tu vois. Ça tombe bien que tu parles de ce cas-là, même si je suis pas sûr que tu vas pouvoir répondre avec ce cas-là. J'ai aussi entendu parler donc des gens, même si, bon, ben, comme quoi le freelancing, il faut le voir de façon classique, hein, ça correspond à l'entrepreneuriat, donc tu peux tout faire. Mais certains freelanceurs, c'est vrai que j'ai été regarder le côté anglo-saxon chez les Américains qui, eux, peuvent faire vraiment des gros chiffres. Il disait que lui, en fin de compte, il a pu grandir parce qu'il avait facturé sur des royalties. Donc, il avait un travail, mais il avait donc des sortes de dividendes. Alors, je sais pas sur combien de temps. Ce qui a permis donc de gagner plus. Et donc, de baisser le nombre de clients qu'il avait, mais de prendre des clients premium et de facturer plus. Comment, toi, tu l'as vu? Est-ce que tu le conseilles? Comment tu l'as fait, toi, en tant que freelanceur et indépendant? Comment j'ai fait pour améliorer la qualité de mes clients? Surtout en prenant, parce que souvent quand on débute, on dit faut tout prendre, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, et que là au contraire on se dit voilà, j'en prends que 3-4 que je vais suivre, que j'apprécie, on est en collaboration, c'est même plus une mission, et je vais donc facturer plus, mais sans que ça soit mal pris, parce que le travail il est bon simplement, et des fois placer soit des royalties, des systèmes pour augmenter le chiffre d'affaires et être plus tranquille, parce que comme ça on travaille, surtout quand on est dans le domaine artistique, voilà, on prend le temps, on n'a pas de stress et on fait bien les choses, et on se dit pas juste on est là pour faire de l'intérim, comme tu dis. Complètement. Du coup, il y a plusieurs parties dans ta question, j'ai l'impression, et je vais prendre la première qui me vient, qui est comment je fais pour que les gens qui sont en face de moi veuillent vraiment travailler avec moi et veulent se donner les moyens de travailler avec moi. VS, je fais partie de 10 personnes et si finalement c'est pas moi, ce sera le voisin qui fera 10 € moins cher ou 100 € moins cher et c'est tout aussi bien. Et ça, c'est un énorme switch dans notre vie de freelance.
Et ça revient du coup à ce que je vais approfondir dessus. Cibler petit, parce que tant qu'on cible grand, ben on joue dans une mer où il y a 25 000 autres personnes qui se baignent. Quand on cible petit, ben du coup on devient de plus en plus sur mesure pour les gens en face, donc ils ont de plus en plus envie de travailler avec nous. Donc cibler super petit, devenir de plus en plus une référence entre guillemets sur les sujets qu'on cible ou sur la typologie de personnes pour qui on cible, et leur montrer qu'en fait il y a personne d'autre comme nous, dans le sens où on veut que les gens nous choisissent pour l'être humain qu'on est et pas seulement pour nos compétences. Et je vais donner un exemple super précis sur mon cas de quand je travaillais dans l'écosystème startup avec des entrepreneurs pour qui c'était viscéral leur envie, etc. À chaque fois que je rencontrais mes clients, je le faisais c'était quand j'habitais à Paris, donc je le faisais idéalement dans un café, on prenait 1h30 pour se poser, discuter. Et la première chose que je faisais, c'était creuser dans leur histoire en leur posant plein de questions pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont lancé leur boîte et revenir un peu aux fondations de ça. Et du coup, creuse. Cette conversation dure en général 1 heure et quelques. Et ce qui crée le fait que la personne en face se dit « Waouh, personne ne m'a jamais posé autant de questions que ça sur tout sauf qu'est-ce que t'attends de moi aujourd'hui dans le projet, combien t'as comme budget, etc. » qui étaient les dernières questions. Ce qui faisait que la personne se disait « Ok, s'il s'intéresse autant à pourquoi je fais ce que je fais, d'où je viens et c'est quoi le projet », et tu vois, c'est une caractéristique des entrepreneurs qui avaient la raison viscérale de leur trip, c'est que y a plein de choses à l'intérieur. Et à la fin de cette conversation, je disais, OK, moi, mon taf, c'est faire en sorte que ce que tu viens de me dire là, on lui trouve une place pour faire en sorte que ta boîte porte ce message-là pendant les prochaines 10 années et que ça dépende pas que de toi. Et qu'on aligne les gens autour de ça et leur vision de comment on donne vie à ça. Et c'est ça que je fais avec les personnes avec qui je travaille. Et c'est pour ça que je te pose toutes ces questions, parce que je veux vérifier qu'il y a vraiment une raison et que t'es pas juste là parce que tu t'es dit, il y a une opportunité intéressante pour faire du cash. Et là, la personne se dit, OK, je veux pas bosser avec quelqu'un qui ne veut pas faire exactement comme moi, tu vois. Ça nous crée une sorte de quête commune. On a envie de la même chose. Et donc, ça filtre. Parce que moi, je dis, je veux pas travailler avec les gens qui sont comme ça. Donc, les gens qui sont comme ça, ils se disent, bon, OK, très bien, Thomas n'est pas pour moi, fine. Mais les gens qui sont comme ça, les gens qui sont exactement comme je veux bosser, eux, ils se disent, putain, mais trop bien, moi, j'ai grave envie de travailler avec Thomas, alors. Parce qu'il veut travailler exactement avec moi. Moi, ce qui fait que du coup, ce filtre-là, au fur et à mesure, ça fait que tu as une sélection de gens qui sont plus sur mesure et qui ont tellement kiffé ce que tu as raconté qu'ils veulent se donner les moyens. Et il y a une personne à qui je pense qui a attendu 6 mois parce qu'elle voulait bosser avec moi plutôt que quelqu'un d'autre, alors que j'avais plus de place. Ça me donne 2 idées en fin de compte de ce que tu dis. Enfin, 2 idées. C'est que, mais bon, ça, on en revient toujours pareil quand t'es entrepreneur, c'est la même chose, c'est qu'il faut savoir dire non déjà. Et donc souvent, quand on est entrepreneur ou artiste ou autre, c'est que, en même temps, il faut avoir faim, mais il faut déjà avoir d'une façon ou d'une autre de quoi vivre, parce que c'est vrai que souvent tu prends des missions parce que t'as de bonne vie, tout simplement. Donc, avoir cette patience ou peut-être rebondir ou avoir déjà peut-être des revenus quelque part pour ne dire non à un maximum de missions et prendre vraiment celles qui nous plaisent. Et là où on a une comment dirais-je, une adéquation sur les idées et sur le projet, donc sur le long terme. Donc, mais on en revient toujours à souvent, voilà, est-ce qu'il faut dire non et crever pendant un petit temps et ensuite attendre de trouver la bonne mission. Donc ça, ouais, c'est quelque chose que je pense que c'est pas facile pour plein de gens. C'est pas une question. Carrément. Je peux t'apporter des choses si tu veux sur ce que je pense de ça pour le début. Vas-y, j'ai en gros, il y a 2 choses. J'ai avec les idées. Ok, cool. Je rebondis. Il y a un truc que je trouve merveilleux, et là on fait un podcast en français, donc je vais parler de la France où j'habite, qui est le système de soutien au lancement, notamment avec le chômage pour les personnes qui arrivent à avoir une rupture conventionnelle. Ça donne une piste de lancement qui est dingue. Le projet de retour à l'emploi. Donne de l'espace pour... qui donne de l'espace pour vraiment construire les fondations. Et à mon sens, ce qu'il faut faire dans cette période-là, c'est construire des effets de levier qui nous permettent, une fois qu'on n'a plus ce soutien-là, de toucher exactement les cibles qui nous conviennent mieux. Donc, il y a ça. Il y a le fait de le faire en side project, qui permet d'avoir beaucoup plus d'espace et pas de dépendance. Parce que souvent, quand on est dans une situation d'insécurité, on prend pas les meilleures décisions de nos vies. Et on prend pas des super bonnes décisions business quand on est en insécurité. Donc le faire en mode side project, tu vois, commencer avec un client, soir et week-end, faire un peu sa patte, tester des trucs, c'est déjà c'est quelque chose de génial. Et je dirais, pendant cette phase, mais même avant même de se lancer, un truc que je recommande à toute personne, qu'on soit salarié ou pas, c'est de commencer à se construire
des effets de levier de notre marque personnelle un peu et de nos compétences. C'est-à-dire valoriser qui je suis et ce que je fais et ce que je sais faire tout au long de sa carrière et commencer à construire des outils et je dis des assets, un peu comme si on était investisseur, pour valoriser ça. Je prends un exemple, imagine, ça fait 10 ans que tu es salarié dans une boîte où ton expertise, c'est trouver des fournisseurs hyper précis pour, je sais pas, de la soie. Tu travailles chez Hermès depuis 10 ans, tu trouves les meilleurs artisans d'Europe sur de la soie. Et ça fait 10 ans que tu fais ça. Et imagine que depuis 10 ans, tu écris un article toutes les semaines sur toutes les méthodologies artisanales qu'il y a là-dedans, sur comment tu construis un réseau d'achat, sur comment est-ce que tu sources ces artisans, est-ce que tu les cherches, comment tu les convaincs de travailler avec toi. Tu as documenté toutes tes 10 années d'apprentissage. Quand tu te lances à ton compte, tu as des ressources incroyables pour montrer, regarde comme je suis hyper légitime sur ce que je fais. Et du coup, tu crées de la préférence grâce à ça. Et ça, il y a très peu de salariés qui le font. Donc évidemment, quand ils se lancent en freelance, ils ont tout à construire parce qu'ils n'ont jamais valorisé quoi que ce soit qu'ils ont fait avant. Donc ça, je dirais, c'est un truc hyper important. C'est comment tu fais pour créer des effets de levier avec des choses que tu fais une fois et qui durent dans le temps, comme un podcast, des articles, qui capturent tes compétences et ton savoir, que tu peux ensuite faire valoir et utiliser comme des outils pour construire les fondations de ta boîte derrière. Et la plupart des freelances, ils s'intéressent à ça une fois qu'ils sont lancés et c'est presque trop tard, tu vois. En fait, quand on en revient à ce que j'ai un peu dit au début, ou ce qu'on a un peu dit au début, c'est que souvent, les gens se lancent par... ils n'ont pas le choix, ou parce qu'on leur a dit, mets-toi en freelance, je te veux plus en CDI, enfin voilà. Ils n'ont pas vraiment d'idée. Donc c'est vrai que si on le construit avec le projet de retour à l'emploi ou un side project, en prenant un an, en se formant et en construisant un actif, pour parler français, parce qu'il y en a qui comprennent même pas asset, malheureusement. Oui, un actif, ouais, merci. Donc, actif, je dois reprendre, ou projet de côté, on va dire, pour mal traduire l'américain. Donc, il commence ça avec 2 heures par jour ou 3 jours. Et c'est vrai que d'abord, ça permet aussi de prendre confiance si on n'a pas vraiment un profil d'entrepreneur, on n'a pas l'état d'esprit, j'allais dire mindset, état d'esprit. Et tout doucement, on voit que, j'ai un peu de trafic, j'ai des retours. Et donc, comme tu dis, tu fais même un article par semaine, ça correspond à 52 articles. Et s'ils sont bien écrits, c'est du trafic. Et donc, on part pas de zéro. Donc, c'est vrai que l'importance le freelance, ça paraît simple maintenant, mais si on le construit bien et on prend le temps, on peut bien le faire. En plus, si on va se former par Thomas, c'est encore mieux. Donc, je mettrai tous les liens vers toutes tes formations de résultats, parce que là, on a déjà bien avancé. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question ? Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les méthodologies de facturation. Oui. Tu demandais est-ce qu'il faut comment on fait au fur et à mesure pour augmenter son revenu en fonction de faire au résultat, etc. Oui. Et je voulais juste apporter un autre conseil que je trouve intéressant là-dessus, c'est de se demander comment je fais pour percevoir un revenu d'un truc que je fais déjà et que je ferai quoi qu'il arrive et que je peux faire de manière répétée pour plusieurs personnes sans que ça me prenne plus de temps. Et du coup, c'est des réflexions que je trouve intéressantes, que moi je mène pour moi, et je vais donner encore une fois mon exemple personnel parce que je le maîtrise bien, qui est, quoi qu'il arrive, j'ai envie de continuer de créer du contenu comme mon podcast et de diffuser du savoir autour de ces sujets de l'indépendance parce que ça me fascine et ça me passionne. Donc quoi qu'il arrive, je vais continuer de faire ça. La question intéressante à se poser, c'est comment je fais du coup pour que je puisse faire ça et que ça me rémunère, sachant que je le ferai quoi qu'il, tu vois. Et du coup, ça ouvre plein de portes. Je pourrais me dire, ok, je vais faire du sponsoring sur mon podcast, qui est une voie. Je pourrais trouver des partenaires et co-créer des sujets dont je parle avec eux et que du coup, ils financent le fait que c'est un épisode en partenariat. Je pourrais me dire, tiens, je vais prendre des parts dans une boîte, parler de cette boîte dans tout mon écosystème de contenu parce que j'ai envie qu'elle réussisse, parce que du coup, j'ai... j'allais dire skin in the game, comme on dit en anglais, mais j'ai des intérêts à ce qu'elle réussisse maintenant que je participe. Donc, enfin voilà, tu vois, ça crée un écosystème qui a du sens. Et on m'avait posé cette question une fois, un ami qui s'appelle Jean-Charles Kurdali qui m'avait posé cette question. Il m'a dit, quand tu fais un deal avec quelqu'un, réfléchis à comment tu fais pour intégrer une nouvelle forme de rémunération pour toi, tout en continuant de faire ce que tu fais déjà. Et que ça, sur le long terme, ça crée des effets de levier financiers qui sont vraiment intéressants, parce que du coup, effectivement, tu augmentes le chiffre d'affaires de ton projet, de ton entreprise, sans forcément te rajouter du temps nécessaire pour le faire. Et ça revient à ce truc des effets de levier. Et je vais expliquer rapidement, si ça te dit juste ce que c'est un effet de levier, pour que les gens comprennent ce que je l'ai dit rapidement, mais je veux faire la partie théorique. Oui. Un effet de levier, c'est un truc sur lequel on peut appuyer
qui a plus de force que l'appui qu'on met. Donc je mets genre 10% d'énergie et ça a 80% de résultats. Et il y a des endroits où on peut le faire, notamment moi le podcast, 70 heures de contenu maintenant sur mon podcast, rajouter 1 heure de contenu, ça me coûte moins que l'effet cumulé des 70 heures de contenu pour une personne et pour faire valoir ma légitimité maintenant. Et ça, c'est un effet de levier incroyable. Ouais, très, très bien précisé. Pour ceux, je mettrai même le lien pour faire la théorique par rapport à parce qu'on t'a dit 2 choses. C'est quand on parle d'effet de levier, parce qu'on parle d'Archimède, c'est simple, hein, tu prends un effet, on l'a appris à l'école, mais des fois on oublie, où tu prends un grand levier, un grand bâton, et plus le levier est grand, mieux c'est, tu peux donc soulever plus de choses. Il y a aussi ce qu'on peut manger, c'est l'effet cumulé ou l'effet composé, où plus tu fais un travail sur le long terme, à un moment donné, ça va s'accumuler, faire effet boule de neige, et puis ça va se décupler. Donc l'important de ce qu'on disait avant, de commencer très tôt et de pas arrêter, de pas abandonner, de trouver des moyens, donc des leviers de croissance et des leviers de rémunération. Donc merci pour la documenter du coup. Documenter surtout, voilà, documenter sa journée, ce qu'on fait. Surtout qu'il y a plein de gens qui connaissent pas et qui vont apprendre grâce à nous, comme on le fait sur le podcast, comme tu fais sur ton podcast. Donc, voilà. Et en plus, ça tombe bien que tu parles de ça. La partie qu'on a parlé de rémunération, comme j'ai écrit un livre sur le podcast, il y a 5 parties dessus où on parle donc, de 7 moyens de rémunérer son podcast. Donc on en a parlé un petit peu ici. Il y en a d'autres qui sont pas très connus, où je prends des exemples anglo-saxons bien sûr, qui sont plutôt intéressants. Donc ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien pour aller voir écouter le livre ou le lire. Donc, j'ai 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs et ça tombe bien parce que toi, t'es en train d'un peu d'évoluer. Oh, t'inquiète pas, c'est rapide. C'est pas très compliqué. À la fin, donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Est-ce que ça peut être une évolution du business que je fais actuellement ou il faut que ce soit complètement différent? C'est une évolution parce que je sais très bien que tu allais me répondre une évolution, donc pas de souci. Ok. Le business dont je rêve sur du très long terme, c'est plus un écosystème de business en fait, mais on va dire que c'est plein de choses au service du mode de vie d'un indépendant et qui prennent en compte toutes les facettes de tous ces domaines de vie. Et qu'en fait, on puisse aider une personne à de manière incroyablement sur mesure concevoir exactement comment elle a envie de vivre et comment elle a envie de travailler au quotidien. Et que ça touche à tous les domaines. Du coup, je te donne des exemples très concrets. À long terme, j'aimerais avoir une marque de papeterie et de bureautique pour que tu puisses, si tu as envie de faire ton bureau chez toi en tant qu'indé, faire ça sur mesure, mais qu'il y ait aussi plein d'accessoires si tu as envie de travailler sur la route en mode digital nomade pour que ton expérience de travail sur la route soit incroyable. J'ai envie de faire plus tard des lieux co-living, co-working à la ville et à la campagne, et que tu aies par exemple un abonnement où tu passes de l'un à l'autre et que tu puisses du coup avoir plein d'environnements de travail et de vie différents. Enfin, voilà, tu vois, plein d'exemples comme ça de choses qui t'aident à vivre une vie professionnelle, personnelle d'indépendant plus sur mesure que ce qui est possible aujourd'hui. Et tout ça dans un écosystème hyper cohérent ensemble, tu vois. Ok, bon, on te réinvitera pour que tu nous parles de l'évolution de ce projet. Dans 30 ans. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Alors, c'est un truc qui se produit à chaque fois que je fais une immersion présentielle avec mes clients. Enfin, immersion tout court. Je l'ai vécu en présentiel récemment et c'est la fin. C'est le moment à la toute fin où on a vécu tellement de choses profondes et intenses et on fait toujours des cercles de gratitude à la fin où en gros il y a une personne qui se met au milieu et toutes les autres participantes et tous les autres participants s'adressent à elle pour lui dire merci ou simplement lui partager ce qu'on trouve inspirant ou beau chez cette personne. Et c'est toujours un élan d'émotion incroyable à vivre. Et moi, je me sens incroyablement vivant dans ces moments-là. Et tu touches à tout l'impact que ça a, tout ce travail d'accompagnement qu'on fait sur la vie d'une personne. Et ça me touche vraiment profondément et ça fait remonter plein d'émotions. Et à chaque fois, c'est des souvenirs incroyables. Et je l'ai vécu la semaine dernière en ligne. J'ai fait un format challenge sur un sujet marketing pendant une semaine. Mais bon, pour moi, le marketing, il y a presque un lien spirituel que je fais dedans. Donc, c'était profond et intense comme semaine. Et le dernier Zoom, on s'est retrouvés presque tous et toutes à pleurer derrière nos écrans parce que l'expérience était tellement forte. Donc, dans ces moments-là, je me dis, putain, c'est fou ce que je vis grâce à mon projet.
Ouais, c'est puissant. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Je dirais que ce qui marque le plus et ce qui personnellement et par expérience d'échange avec d'autres donne le plus gros carburant, c'est les expériences de vie incroyablement difficiles. Qui ensuite, quand on change notre regard dessus, peuvent devenir un élan tellement fort. Moi, c'est le cas avec le décès de mon père, par exemple. Je suis capable enfin, rien ne m'arrête grâce à ça, tu vois. Parce que j'ai vécu ce truc tellement douloureux et difficile à traverser que maintenant que j'ai traversé ça, le reste, c'est du détail, tu vois. Et je sais que je vais pouvoir le dépasser et que quoi qu'il arrive, j'y arriverai grâce à ça, tu vois. Et je vois que c'est un cas commun chez les personnes qui ont eu des expériences de vie difficiles. Quand tu puises et que tu te reconnectes à la force de ça et l'élan que ça te donne pour le reste de la vie, tu fais des choses incroyables. Et du coup, quand tu deviens entrepreneur grâce à ça, ça te donne beaucoup de ressources, je trouve. Ouais, t'as un vrai pourquoi, quoi. T'es inarrêtable parce que tu sais ce que t'as vécu, donc tu sais te reposer sur quelque chose. Ouais, et puis moi, tu vois, tout ce que je fais, quelque part, je me dis, je redonne vie à mon père grâce à ça. Et tu vois, genre de se dire ça, évidemment que je trouve les moyens de faire les choses difficiles et inconfortables. Parce que c'est tellement important. Tout à fait. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Ah, j'adore. Excellent. Merci de me poser ce truc. Il est juste à côté de moi. C'est le livre que j'ai le plus offert et j'en ai plusieurs exemplaires là que je vais offrir. C'est pas un livre business. Parce que je suis assez raccord avec ce que dit Naval Ravikant, que je vous recommande à tous et toutes d'écouter, qui dit il n'y a pas une compétence qui s'appelle business. Il y a plein de compétences comme la psychologie, la sociologie, bref, plein de compétences au service du fait de développer notre activité. Mais il n'y a pas une compétence qu'on appelle business. Naval Ravikant, c'est quoi le livre? Un livre que je recommande. Alors, c'est pas un livre, il est sur Twitter et il y a pas mal de podcasts qui l'interviewent, mais c'est un investisseur américain et un peu philosophe, surtout philosophe, je crois, qui a plein de pensées fascinantes sur plein de choses et qui du coup partage beaucoup le fait que il y a plein d'autres choses plus profondes qui nourrissent notre réflexion sur le business. Et moi, c'est aussi mon expérience avec ce que je construis, c'est que les livres qui m'impactent le plus, c'est pas des livres qui sont des livres de business à la base. C'est des livres qui traitent de plein d'autres choses, notamment de la philosophie. Et celui auquel je pense, c'est un livre qui s'appelle L'âme délivrée. L'âme délivrée, oui. Qui est un truc assez spirituel, mais qui, personnellement, me donne un apaisement très fort. Notamment une phrase que je partagerai après, sur le fait que rien n'est grave et que même si je foire, même si ce que je fais, il y a des gens qui trouvent ça nul et que je me fais critiquer et tout, au bout de la journée, je suis un morceau de poussière sur un petit caillou au milieu d'un énorme néant et que je ne comprends pas et que personne d'autre ne comprend vraiment. On a tous des petits morceaux qu'on pense comprendre, mais en vrai, on comprend rien de pourquoi on est là et ce qu'on fait. Et tu vois, quand je me reconnecte à cette pensée, enfin voilà, c'est une pensée dans tout le livre, je me dis... au pire quoi, tu vois, je risque rien en fait. Ouais, c'est vrai que ça me motive à toujours avancer, quoi. Ouais, et puis comme il n'y a pas d'enjeu, enfin voilà, il n'y a pas d'enjeu de vie et de mort, tout ça c'est notre psychologie qui nous raconte des trucs. Et lui, dans ce livre, il utilise une métaphore, il dit on a un coloc à l'intérieur de la tête qui se trompe tout le temps, qui parle tout le temps, qui est en train de critiquer tout et tout le temps. Et on a le malheur de le laisser nous décider comment on mène notre vie. Alors qu'il est complètement barjot. Et à chaque fois qu'il se trompe, on oublie qu'il s'est trompé. Et lui-même oublie. Et il est convaincu à chaque fois, alors qu'à chaque fois, il se trompe. Et nous, on dit, bah vas-y, ouais, décide de ce que je fais de ma vie. T'as raison. Alors qu'en fait, non. Tu vois, genre, et c'est quoi notre colloque intérieur? C'est toutes ces pensées qui nous traversent incessamment, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Tu vois, ça m'aide plus ça que de lire un livre business qui me dit comment poster sur LinkedIn.
Non, mais des fois, tu as des business, en fin de compte, il faut des biographies d'entrepreneurs où ils parlent de ça, en fin de compte. Parce que c'est vrai que quand tu par parles de exemple. ça, j'ai pensé à des entrepreneurs qui ont eu des galères, et quand tu vois leurs galères, tu dis, mais moi, j'ai rien fait, je crée une petite boîte. L'autre, il a créé un truc qui fait 10 milliards, ou il a eu des galères, il a eu des dettes. Bah, moi, j'ai rien fait, donc bah, je peux y aller. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est par exemple. toujours le côté philosophique de l'entrepreneur que juste la partie technique et un peu marketing et tout ça de vente. Plutôt la partie philosophique qui dit voilà que on est des êtres philosophiques, hein. Quand on va chercher au fond de nous, bon, on voit très bien, voilà, c'est pas technique, c'est juste des sentiments et des relations, enfin des pensées, c'est pas juste de la technique. Mais bon, parenthèse, on va partir sur une podcast. C'est que de la psychologie. Dernière question, que de la psychologie. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Ah, j'adore, c'est un super pouvoir que je rêve d'avoir, qui rejoint ce que je disais sur comprendre sa clientèle idéale mieux même que se comprend. J'aimerais avoir la compétence de pouvoir claquer des doigts et vivre exactement ce que c'est d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. Genre une espèce de empathie puissance 1 milliard. Parce que dans cette démarche d'accompagnement et entrepreneurial aussi, où c'est simplement aider les autres à mieux vivre leur vie, en créant un produit, un service qui le permet, une entreprise qui le permet, mais si tu arrives à vraiment bien comprendre comment c'est de vivre la vie de quelqu'un d'autre, ça te donne des moyens fascinants pour pouvoir faire ça, tu vois. Donc c'est ça la compétence que j'aimerais avoir, c'est pour n'importe quelle personne en face de moi, vraiment cerner ce qu'elle est en train de traverser, vraiment cerner ses besoins, et donc pouvoir être le plus à son service possible, et me connecter à cette personne, parce que voilà, je suis en lien avec, et je suis pas en train d'être en lien basé sur des idées reçues de ce que c'est sa vie, mais je suis vraiment, vraiment présent pour elle. Bon, j'ai eu beaucoup de réponses, mais celle-là, je crois que c'est l'une des meilleures, si c'est pas la meilleure. Même si, bizarrement, elle revient sur le business, mais elle est pas sur le business, qu'elle est plutôt le côté, voilà, vraiment comprendre les gens et écouter, avoir une super écoute active et rentrer sans malice, rentrer dans le cerveau des gens et les comprendre. Donc, avoir une vraie écoute et psychologue, on en revient toujours à ça. Mais réellement, je l'avais jamais eu celle-là, donc, grand merci. Même si c'est bien rêvé, parce que c'est compliqué à avoir comme compétence, mais ouais, tout à fait. Oui, ça n'arrivera jamais en soi. Mais tu pourras te rapprocher. Je peux développer d'autres compétences vers là. Ouais, je peux vraiment rapprocher, clairement. Thomas, grand merci. Je mettrai donc tous les liens pour te joindre. Et donc, grand merci. Tu m'as dit donc Naval Ravikant et L'âme de délivrer. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Je vais plutôt poser une question. Ça te va que je pose une question? J'aime bien poser des questions en ouverture. Vas-y. Ok, cool. Ma question, c'est... Enfin, je vais dire une phrase et il y a une question à la fin. On nous a tous et toutes offert à peu près 80 années sur ce morceau de caillou qu'on appelle la Terre. Et pendant toute notre vie, depuis qu'on est né, tous les gens autour de nous disent qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces 80 années. On est tous et tout le monde est en train de nous conseiller sur ce qu'on devrait faire avec notre temps. Et le temps, c'est la seule ressource qu'on ne pourra jamais retrouver. Et la question que j'ai envie de te poser à toi qui nous écoutes, c'est, sachant que ton temps est limité, que tu vas mourir peut-être demain, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire de ton temps et que tu t'autorises pas à faire avec ton temps parce que les autres t'ont dit que c'était pas ça qu'il fallait faire? Voilà ma question. Thomas, grand merci. Donc, moi, en général, j'aurais dit tout de suite à bientôt, mais par rapport à ce qu'il vient de dire, commentez, dites-moi ce que vous pensez, ce que vous voulez faire, et n'hésitez pas donc à y aller, à charger, parce qu'il y en a plein, je pense, qui en ont pris plein les oreilles. Donc, dites-moi ce que vous voulez faire, et qu'est-ce qui va changer, comment vous allez arrêter d'écouter les gens qui s'en foutent en fin de compte de ce que vous voulez faire. Donc, faites ce que vous voulez vraiment faire. Et puis, je te dis à bientôt, Thomas. Merci à toi Thierry, c'était un très bon échange. À plus, ciao. Ravi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.